Donc, je pense qu'on peut commencer. Bonjour encore une fois à ceux qui viennent de se joindre à nous et merci de participer à ce webinaire de BICIT Canada qui s'intitule Mission Monarque, un programme de sciences participatives pour la conservation du monarque au Canada. Avant de poursuivre, j'aimerais commencer par reconnaître la terre sur laquelle je me trouve présentement. Donc, les locaux de BICIT Canada se trouvant à Toronto, je me joins à vous aujourd'hui pour reconnaître que la ville est le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, dont les Anishinaabe Ojibwe, les Haudenosaunee et les Wendat. Elle abrite actuellement de nombreux peuples divers des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et elle est couverte par le traité numéro 13 avec les Mississauga de la nouvelle Première Nation de Credit. Donc nous participons aujourd'hui de partout au Canada, alors je vous invite à réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez. Et en tant que peuple de cette planète, puissions-nous consacrer à aller de l'avant dans le partenariat, la collaboration et la réconciliation, alors que nous apprenons tous ensemble et contemplons les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, dans nos deux webinaires précédents, on a souligné comment les municipalités peuvent restaurer des habitats pour les pollinisateurs et comment elles peuvent engager leurs résidents à faire de même en adoptant des règlements plus favorables aux pollinisateurs et par exemple en matière de gestion des pelouses. Aujourd'hui, nous allons passer de la création d'habitats aux moyens que peuvent prendre les différentes communautés pour aider les scientifiques à documenter les populations de pollinisateurs et plus précisément aujourd'hui avec l'exemple des papillons monarques. Donc, nous sommes donc ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui Agathe Moreau de l'Insectarium d'Espace pour la Vie de Montréal afin de nous parler de Mission Monarque, qui est, encore une fois, je le précise, un programme de sciences participatives documentant le succès reproducteur du monarque. Et donc, dans ce webinaire, Agathe discutera du contexte de conservation des monarques au Canada. Elle fournira un cadre d'action en lien avec un programme de sciences participatives et enfin, elle expliquera comment documenter la présence des monarques de l'Alcépiade afin d'aider la communauté scientifique à sauver cette espèce en voie de disparition. Donc, pour parler un peu plus d'Agathe, elle détient un baccalauréat en études environnementales de l'Université d'Ottawa et un diplôme de deuxième cycle en géomatique de l'Université de Montréal. Donc, ses passions pour l'environnement et les pollinisateurs l'ont menée à faire de la recherche sur les abeilles sociales standards en collaboration avec l'Université nationale du Costa Rica. Elle a ensuite œuvré dans le milieu communautaire et en agriculture urbaine, puis dans le milieu institutionnel en développement de recherche de stratégie climatique. Agathe travaille aujourd'hui au sein de l'Institut de recherche en biologie végétale, donc l'IRBV, en tant que coordinatrice des activités pédagogiques de Mission Monarque, qui est, je le rappelle encore une fois, un programme de sciences participatives sous l'égide de l'Insectarium de Montréal. Donc, ceci complète mon introduction. Donc, on aura à la suite de la présentation un peu de temps pour des questions et réponses. Alors, n'hésitez pas à les écrire dans la section questions-réponses en bas de votre écran et nous tenterons d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Agathe pour la suite. Parfait. Merci beaucoup, Adèle, pour cette belle introduction. Je veux aussi remercier BCP Canada de nous donner, de nous offrir la possibilité de venir présenter un peu ce que Mission Monarque fait comme travail et puis ce qu'on offre au sein de notre programme de sciences participatives. Donc, très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran et on va pouvoir se lancer dans le vif du webinaire ensemble. Donc, excusez-moi quelques instants, juste le temps que je partage mon écran. OK. Alors, affichage présenteur. Donc, vous devriez être en mesure de voir mon écran. Je vais peut-être juste... OK, parfait. Je vois Adèle hocher de la tête. C'est bon, on peut y aller. Donc, le webinaire, en fait, aujourd'hui a été pensé en 3 sections. La première section où on va parler du contexte de conservation des monarques au Canada et aussi un peu de la biologie de base de cet insecte. La deuxième partie du webinaire, on va se concentrer sur la science participative comme cadre d'action pour venir en aide aux monarques. Et dans la 3e section, on va s'attarder à comment participer à Mission Monarque. Donc, comment aller chercher des données sur le terrain pour contribuer au monitoring de cette espèce. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aime bien mettre cette diapositive-là pour donner un peu une vision d'ensemble de où est-ce qu'on peut retrouver le monarque. Donc,
le monarque, comme vous pouvez voir dans la carte, on le retrouve à plusieurs différents endroits. On en retrouve en Australie, en Nouvelle-Zélande, à certains endroits aussi en Europe, notamment au Portugal. Par contre, il faut savoir que le monarque, c'est une espèce qui est indigène à l'Amérique du Nord. Donc, comment se fait-il qu'on le retrouve à d'autres endroits? La question demeure ouverte. Par contre, une des hypothèses qui a été mise de l'avant, c'est que cette espèce-là aurait été transportée en raison d'interventions humaines. Donc, si maintenant on se concentre là, en Amérique du Nord, donc à l'ère de répartition indigène de cette espèce, il y a deux populations en Amérique du Nord. Donc, quand vous vous intéressez à cet insecte-là, peut-être l'avez-vous déjà lu dans des livres sur le monarque ou dans des articles scientifiques, on va faire allusion à deux populations de monarques, soit la population de l'Ouest et la population de l'Est. Donc, ces deux populations-là sont séparées de manière géographique par les Rocheuses et on a tendance à les séparer dans ces deux grandes populations puisqu'elles ont des parcours migratoires et aussi des aires d'hivernage qui sont différentes. Toutefois, au niveau génétique, il s'agit de la même espèce. Donc, on les met vraiment dans ces deux paniers-là, si on veut, population de l'Ouest et population de l'Est, en raison là, de leur parcours migratoire et leur aire d'hivernage qui sont différents. Pour le webinaire aujourd'hui, on va s'attarder à la population de l'Est. Par contre, petite mention par rapport à la population de l'Ouest, son parcours migratoire, en fait, les monarques qu'on retrouve au Canada, donc en Colombie-Britannique, vont migrer sur la côte californienne. Donc, c'est un parcours migratoire qui est plus court que la population de l'Est. Mais c'est ça, je tenais quand même à le souligner pour que vous ayez en tête un peu ces deux parcours migratoires qui sont différents. Donc, la population de l'Ouest migre en Californie sur la côte, tandis que la population de l'Est va migrer au centre du Mexique dans les forêts montagneuses. On va y revenir plus en détail pour la population de l'Est un peu plus tard. Donc maintenant, si on parle du monarque et de son cycle de vie, c'est un cycle de vie qui est absolument extraordinaire, absolument fantastique. Chaque stade du cycle de vie est beau, esthétique. C'est un insecte qui est facile à faire aimer. Donc, on a l'avantage de travailler dans la conservation d'un insecte qui est vraiment charismatique et vraiment tout à fait admirable. Donc, le monarque, c'est un insecte qui complète une métamorphose, qui fait une métamorphose complète, pardon. Donc, c'est-à-dire que chaque stade va être morphologiquement distinct. Donc, comme vous pouvez l'observer, il y a une très grande différence morphologique entre l'œuf, la chenille, la chrysalide et l'adulte. Ce cycle complet, donc pour faire le cycle de vie complet, ça prend environ 1 à 1 mois et demi. Ça va dépendre de facteurs comme la météo, comme la présence de ressources aussi. Et c'est ce qui va déterminer si ça prend peut-être un peu plus qu'un mois ou vraiment un mois. Donc, ça se tient à peu près dans ces eaux-là pour compléter le cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le monarque complète son cycle de vie, il a besoin d'avoir présence de sa plante hôte, qui est de l'asclépiade. Donc, l'asclépiade, il faut retenir que le monarque peut se nourrir et pondre ses œufs sur le genre Asclepias. Donc, il n'y a pas juste une asclépiade. On pense souvent à l'asclépiade commune. En fait, il y en a en Amérique du Nord une centaine d'espèces. Donc, il faut penser au genre Asclepias et c'est le genre Asclepias sur lequel le monarque va pouvoir compléter son cycle de vie. Donc, si on parle un petit peu plus de ce cycle de vie-là, en fait, la femelle monarque va pondre ses œufs sur de l'asclépiade et la chenille va s'alimenter d'asclépiade. Donc, à ce stade-là, la chenille, on l'appelle spécialiste puisque la chenille va s'alimenter uniquement d'asclépiade, contrairement à l'adulte qui, lui, est généraliste et va pouvoir s'alimenter d'une diversité de plantes nectarifères.
Donc, c'est important de connaître ces différences-là, donc que la chenille s'alimente uniquement d'asclépiades, tandis que l'adulte est généraliste, donc va pouvoir s'alimenter de diverses sources là, de nectar et de plantes nectarifères. On va revenir de façon un peu plus détaillée sur chacun des cycles de vie un peu plus tard, mais je voulais quand même vous présenter le cycle de vie pour que vous ayez en tête le parcours que va faire le monarque dans son cycle de vie, donc, et que vous ayez en tête aussi là, les différents stades. Mais on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Pour vous dire quelques mots sur l'asclépiade, donc sur la plante hôte du monarque, donc c'est une plante qui, comme mécanisme de défense, va sécréter un latex d'une couleur blanchâtre. Et à l'intérieur de ce latex-là, on a une toxine, une cardénolide, qui est un type de stéroïde. Et les cardénolides, en fait, sont une substance toxique que le monarque réussit à emmagasiner dans ses tissus, ce qui fait en sorte que le monarque devient en retour toxique, ce qui offre un très grand avantage au niveau de la prédation du monarque. Ça ne veut pas dire que le monarque ne souffre pas de prédation. Il y a plusieurs prédateurs en nature, différents types d'arthropodes, par exemple, différents oiseaux et même une souris aussi au Mexique qui sont capables de s'alimenter du monarque malgré sa toxicité. Mais c'est à savoir qu'il y a une relation qui existe entre l'asclépiade et la toxicité que va emmagasiner le monarque. Maintenant, si on regarde de façon plus globale, si on parle du cycle annuel du monarque, c'est sûrement un des facteurs les plus impressionnants de cet insecte. Le monarque va faire une migration d'environ d'un peu plus de 4000 km pour se rendre au Mexique. Donc, on parle bien ici de la population de l'Est de monarque. Donc, si on regarde un peu plus près ce cycle de vie annuel, donc, le monarque va hiverner en fait au centre du Mexique dans les forêts montagneuses. Son aire d'hivernage, en fait, se situe à la frontière là, entre l'État du Mexique et du Michoacán. Et dans cette zone spécifique-là, donc, il va passer sa période d'hivernage du mois de novembre jusqu'environ au mois de mars. Ensuite, suite à la période d'hivernage, va suivre la migration printanière. Donc, qui va avoir lieu là, environ là, du mois de mars jusqu'au mois environ d'avril. Et pendant ce moment-là, c'est plusieurs générations qui vont se succéder pour finalement arriver à nos latitudes dans l'Est du Canada. Donc, ces plusieurs générations-là vont arriver environ à nos latitudes autour du mois fin mai, début juin. Et une fois qu'ils arrivent à nos latitudes, il va avoir ce qu'on appelle la période de reproduction estivale. Donc, la période de reproduction estivale, elle est comprise environ entre le mois de mai et septembre. Et maintenant, suite à cette période de reproduction estivale, il va avoir donc la génération qui va naître vers la fin de l'été, donc c'est-à-dire vers le mois d'août. Cette génération-là va vivre 8 mois. Donc, c'est une génération qui va pouvoir ensuite entreprendre le voyage de retour jusqu'à son aire d'hivernage au Mexique. Donc, il faut savoir que le voyage de retour, c'est-à-dire la migration automnale, c'est une même génération qui va faire le parcours, qui va parcourir les 4000 km pour se rendre jusqu'au Mexique. Donc, c'est assez fascinant de savoir qu'un tout petit insecte de moins d'1 gramme est capable de se rendre jusqu'au Mexique, de parcourir 4000 km pour se rendre jusqu'à son aire d'hivernage. Et puis maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail l'aire d'hivernage du monarque au Mexique, à quoi elle ressemble, c'est absolument magnifique. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Par contre, les photos qu'on peut retrouver là, qui ont été prises dans les aires d'hivernage sont absolument magnifiques. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un arbre en fait qui est couvert de monarques, à la fois le tronc et les branches sont couvertes de monarques. Et les monarques vont se regrouper, vont former en fait des
des clusters, si je peux me permettre cet anglicisme, vont former des agglomérats, en fait, sur les branches et sur les troncs des arbres. Et en fait, ces regroupements-là, dans l'horaire d'hivernage au Mexique, eh bien, ça permet d'estimer facilement le nombre d'hectares qui sont occupés par les monarques. Je dis facilement entre très grands guillemets. Évidemment, c'est un travail là, qui nécessite là, beaucoup de rigueur et beaucoup de minutie. Donc, on va estimer le nombre d'hectares qui sont occupés dans cette région-là et c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'estimer les variations au niveau de la taille de population hivernale. Donc, on va pouvoir compiler ces données année après année pour avoir une idée générale de l'état de la population de monarques de l'Est. Donc, ça fait bientôt presque 30 ans qu'on cumule des données sur la superficie de forêt occupée par les monarques au Mexique. Donc, on va regarder ensemble ce que ça donne, ces 30 ans de données cumulées sur l'ère d'hivernage pour la population de l'Est. Donc, j'imagine que c'est peut-être pas une surprise pour certains d'entre vous que, bon, malheureusement, le monarque, c'est une espèce qui connaît un déclin important. Encore une fois, le graphique qu'il y a à l'écran, c'est pour la population de monarques de l'Est. Donc, pour les sites d'hivernage au Mexique, ce que vous voyez sur l'axe des Y, c'est le nombre d'hectares occupés. Et puis, sur l'axe des X, c'est les années, donc pour la période d'hivernage. Donc, en fait, au cours de la dernière décennie, la population des monarques de l'Est a diminué de 80 %. Donc, si on regarde les chiffres de 96, on remarque qu'on était à environ 700 millions d'individus. Donc, en fait, 1 hectare représente en moyenne 40 millions d'individus. Donc, si on fait la comparaison entre 1996, où on était à 700 millions d'individus, et en 2020, on était à 84 millions d'individus. Donc, quand même un déclin qui est important et qui est marqué. Là, on a la chance de vous montrer aujourd'hui, puis désolée, en fait, je sais que le graphique est en anglais, en fait, c'est que c'est des nouvelles toutes chaudes là, qui viennent d'arriver du Mexique. On vient d'avoir les chiffres, ils ont été publiés pas plus tard que mardi après-midi de cette semaine, les chiffres pour la population là, la population de cet hiver. Donc, le 2,84 que vous voyez à l'écran, ce sont des chiffres tout nouveaux qu'on vient juste d'obtenir. Donc, il y a quand même une légère victoire dans le sens qu'entre les chiffres d'hivernage, la superficie occupée par les monarques l'année précédente, comparée à cette année-ci, il y a une augmentation là, de 35 %. C'est sûr que ça reste bien au-dessous de ce qu'on souhaiterait pour la population de l'Est. En fait, ce que les recherches ont démontré, c'est que pour éviter le risque de quasi-extinction de cette espèce du phénomène migratoire, il faudrait que les sites d'hivernage que les hectares occupés par l'espèce soient d'au moins 6. Donc, il faudrait qu'on atteigne au moins 6 hectares pour assurer ou pour réduire le risque de quasi-extinction de l'espèce. Donc, comme vous pouvez remarquer, dans les 10 dernières années, on a été plus souvent, en fait, en dessous du seuil de en dessous du seuil de 6 hectares. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer. En fait, l'objectif final, c'est vraiment d'arriver, de maintenir là, une superficie de 6 hectares au Mexique. Donc, qu'est-ce qui cause ce déclin-là? Peut-être vous demandez-vous en regardant ce graphique, quelles peuvent être certaines des causes? Le déclin du monarque ne peut pas être attribué à un seul facteur, c'est plutôt une combinaison de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, on a donc l'intensification des pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'en paysage agricole, en raison là, d'herbicides, d'efficacité de certains herbicides comme le glyphosate qu'on utilise dans les grandes cultures, on a de la diminution de la plante hôte du monarque, donc diminution de l'asclépiade, et aussi une dégradation de la diversité, si on veut, de ces paysages-là.
Donc, on sait que l'asclépiade est absolument essentielle pour que le monarque complète son cycle de vie. Par contre, un habitat qui est riche et diversifié en autres plantes nectarifères est tout aussi important pour le monarque. Donc, on remarque qu'avec l'intensification des pratiques agricoles, on perd non seulement la plante hôte, mais on perd aussi les habitats qui sont diversifiés et intéressants pour le monarque. Une autre cause de déclin, ça se passe au niveau de la perte d'habitat au Mexique. Donc, la dégradation des aires d'hivernage de la population de l'Est et des coupes forestières qui ont lieu dans cette région, eh bien, fragilise l'aire d'hivernage et diminue la qualité de l'aire d'hivernage des populations de l'Est. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, des coupes forestières réduisent la canopée des arbres et la canopée offre offre la protection au monarque au niveau des intempéries, donc au niveau de la pluie, au niveau du vent, etc. Donc, ces coupes-là vont diminuer la qualité de l'habitat au Mexique. Et une des autres causes du déclin, qui est un peu le classique au banc des accusés, les changements climatiques. Donc, les changements climatiques, évidemment, avec l'augmentation de la fréquence d'événements météorologiques extrêmes. Donc, on peut penser à des ouragans, on peut penser aussi à des périodes de gel, des tempêtes hivernales. Tous ces phénomènes climatiques-là peuvent avoir comme effet de fragiliser la population de monarques. Donc, la combinaison de ces facteurs-là font en sorte que la population du monarque est en déclin. Maintenant, sachant tout cela, sachant qu'on a une population qui est en déclin, peut-être posez-vous la question, quel est le statut de conservation pour cette espèce au Canada? Donc, en 1997, le monarque a été désigné espèce préoccupante. En 1997, le COSEPAC, donc qui est le comité sur la situation des espèces en péril au Canada, a recommandé l'inscription de l'espèce sur la liste des espèces préoccupantes. Je vais juste faire une petite parenthèse ici pour expliquer un peu rapidement le rôle du COSEPAC. Donc, le COSEPAC, c'est un comité consultatif indépendant qui agit auprès du ministère de l'Environnement et du Changement climatique Canada. Ce comité-là s'est réuni pour évaluer la situation des espèces que l'on présume en danger d'extinction. Donc, le COSEPAC peut recommander un changement de statut, mais ne peut pas l'imposer. Donc, si je reviens maintenant à la ligne de temps, en 2003, l'espèce, donc le monarque a été ajouté à la loi des espèces en péril au Canada. Donc, elle a été inscrite à ce niveau-là. Et en 2016, le COSEPAC a recommandé de changer le statut du monarque pour celui d'une espèce en voie de disparition. Donc, au niveau fédéral, à l'heure où on se parle, au niveau fédéral, le monarque n'a pas changé de statut, c'est-à-dire qu'il est toujours listé comme espèce préoccupante. Par contre, il y a plusieurs décisions ou plusieurs actions qui ont été prises dans le sens pour protéger le monarque, pour s'engager vers la protection de cette espèce. Donc, au Canada, en 2016, il y a 3 zones protégées qui ont été ajoutées à un réseau de ce qu'on appelle en anglais le Sister Protected Area Network, qui en fait partie d'une entente entre les États-Unis et le Mexique. Donc, on parle de 3 parcs situés dans le sud de l'Ontario, donc le parc Pointe-Pelée, Long Point et Prince Edward Point, qui font partie là, de ces zones protégées. Et en fait, ces 3 grands parcs-là, ce sont des aires de rassemblement pour le monarque, qui sont situés là, le long d'un couloir de migration de l'espèce. Donc, c'est des sites où les monarques se rassemblent par milliers. Les aires de rassemblement sont bien évidemment importantes pour le monarque et pour la protection du monarque. Par contre, ça ne répond pas à tous les besoins en termes d'habitat pour cette espèce. Donc, en fait, le monarque a besoin de 4 principaux types d'habitat. Donc, l'habitat d'hivernage, dont on a discuté un petit peu là, avec la population de l'Est qui se retrouve au Mexique. Des aires de rassemblement,
comme on l'a vu là, dans la diapositive précédente, des habitats d'alimentation pour les adultes et évidemment des aires de reproduction, des habitats de reproduction. Pour l'instant, on connaît peu de choses en ce qui concerne les habitats de reproduction du monarque au Canada. Donc, l'identification des hotspots, si je peux les appeler ainsi, de reproduction du monarque, ça a vraiment été établi comme une priorité fédérale afin de mettre en place des mesures de conservation efficaces. Et c'est là où apparaît Mission Monarque. Donc, Mission Monarque qui va intervenir au niveau de documenter le succès reproducteur du monarque. Donc, vous voyez qu'il y a en fait une synergie entre la volonté fédérale de mieux comprendre les aires de reproduction du monarque et Mission Monarque, qui est un programme de sciences participatives qui vient récolter des données et documenter le succès reproducteur du monarque. Donc, Mission Monarque, en fait, comme programme, est né en 2016. Donc, c'est un programme qui est relativement récent. C'est un programme qui a été soutenu, dont le développement a été soutenu par Environnement et Changement climatique Canada, plus précisément le Service canadien de la faune, qui est la branche politique d'Environnement et Changement climatique Canada. Donc, ça a été soutenu, le développement de Mission Monarque a été soutenu par Environnement et Changement climatique Canada en 2016. Et c'est ça. Donc, ça a donné lieu au programme qui est maintenant porté par l'Insectarium de Montréal et qui vise à documenter le succès reproducteur du monarque. Maintenant, il faut savoir qu'il existe plusieurs programmes de monitoring de monarques, par exemple aux États-Unis. Au Canada, par contre, il existe simplement Mission Monarque, qui est le programme officiel pour documenter cette espèce. Donc, je vais prendre un petit instant pour décortiquer ce que c'est la science participative. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas entendu ou que c'est la première fois que vous entendez le terme science participative. Donc, je vais prendre quelques instants pour décortiquer ce que ça veut dire. Donc, la science participative, c'est lorsque des bénévoles s'impliquent dans, par exemple, le travail de collecte de données. La science participative, c'est un outil très intéressant qui nous permet de combler des lacunes en matière de connaissances. Et c'est aussi un outil très intéressant pour accélérer le processus de collecte de données. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une poignée de scientifiques qui collectent des données, par exemple, sur le monarque, bien, avec un programme comme Mission Monarque, ce sont plusieurs centaines, voire milliers de bénévoles à travers le Canada qui prennent part à cet effort et qui nous permettent un effort ou qui nous permettent d'échantillonner beaucoup plus largement le territoire et nous permettent aussi d'aller chercher de l'information dans différentes provinces, différents types aussi différents types d'espaces à travers le Canada. Donc, la science participative est vraiment devenue de plus en plus pertinente pour la recherche scientifique. Donc, si vous regardez le petit graphique à l'écran qui est tiré d'une publication de Follett et Strenzov, ça nous montre que le nombre de publications qui touchent à la science participative a vraiment connu une montée intéressante, une montée constante. Et ça nous montre que, en fait, la science participative peut être un outil pertinent aussi dans une approche de recherche. Comment est-ce que ça se traduit tout cela pour Mission Monarque? Donc, Mission Monarque, depuis sa naissance, donc en 2016, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent en tant qu'observateurs et de plus en plus d'observations qui sont soumises. C'est sûr que, bon, l'année 2020 et l'année 2021, pour des raisons bien évidentes, n'ont pas été des années normales en termes de participation, mais on voit que tranquillement, le nombre d'observations et d'observateurs augmente pour notre programme. Donc, à quoi servent les données qui sont recueillies par Mission Monarque? Ou les données, pardon, qui sont recueillies par les participantes. Donc, ces données-là vont servir à la communauté scientifique pour répondre à des questions telles que
où sont situés les points chauds, les aires de reproduction des monarques, qu'est-ce qui constitue aussi un bon habitat de reproduction, une bonne aire de reproduction pour le monarque, et aussi va nous permettre de répondre à des questions aussi au niveau de la taille de la population estivale. Donc, toutes ces informations-là qui vont être recueillies et qui continuent d'être recueillies année après année vont nous permettre d'orienter ou va permettre à la communauté scientifique d'orienter et d'établir des mesures de conservation efficaces. Donc, c'est très important pour avoir un portrait pan-canadien, donc d'avoir des gens qui récoltent des données un peu partout au Canada. Donc, comment est-ce qu'on participe concrètement à Mission Monarque? Donc là, ça nous amène au troisième et dernier bloc de ce webinaire. Donc, on va parler un peu plus concrètement de comment est-ce qu'on peut participer et comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans ce programme. Donc, en fait, c'est très simple de participer à Mission Monarque. En gros, c'est 4 étapes. Le processus de collecte de données là, est essentiellement résumé en ces 4 étapes-là. Donc, la première est de trouver la plante hôte du monarque, donc de trouver de l'asclépiade. Ensuite, de vérifier la présence de monarques. Finalement, de noter les observations et de soumettre les données sur le site de Mission Monarque. Ce processus, en fait, on l'a gardé simple justement pour pouvoir impliquer une variété de personnes avec différents bagages. Donc, c'est un processus qui se fait quand même assez rapidement et qui est très simple à suivre. Donc, les 2 premières étapes, c'est celles qu'on va décortiquer ensemble un petit peu plus. Donc, pour vous donner là, quelques clés d'identification pour trouver de l'asclépiade et quelques clés aussi pour vous aider à vérifier la présence de monarques. Avant d'aller plus loin, je voulais simplement rappeler que le 0 pour nous est tout aussi important que n'importe quel autre nombre d'observations. C'est-à-dire que si vous partez sur le terrain et vous inspectez une tale d'asclépiade à la recherche de monarques et vous ne trouvez pas de monarques, c'est tout aussi important pour nous de le savoir. Donc, cette information-là est tout aussi valorisée pour la communauté scientifique. Donc, soumettez-nous vos données même si vous ne trouvez pas de monarques. Donc, la première étape ici du processus, c'est de trouver de l'asclépiade. Donc, il y en a plusieurs espèces en Amérique du Nord, en fait, près d'une centaine d'espèces. Et celles que vous voyez à l'écran, c'est celles qui sont présentées sur notre site Web. Donc, elles vont varier. C'est toutes des asclépiades qu'on retrouve au Canada. Et dépendamment d'où est-ce que vous retrouvez au Canada, vous allez en retrouver certaines en plus grande abondance que d'autres et d'autres asclépiades que peut-être vous ne retrouverez pas parce qu'elles ne sont pas dans la distribution, elles ne sont pas présentes dans votre région. Donc, par exemple, je peux vous dire qu'au Québec, l'asclépiade commune et l'asclépiade incarnate, on les retrouve assez facilement. Il y a aussi présence de l'asclépiade tubéreuse et de l'asclépiade très grande au Québec. Par contre, ces 2 espèces-là, la tubéreuse et la très grande, sont des espèces rares, donc difficiles à trouver. Donc, si on regarde plus précisément l'espèce, donc l'asclépiade commune et des traits distinctifs de l'asclépiade commune qu'on retrouve là, abondamment au Canada. Les feuilles de l'asclépiade commune sont larges, elles sont disposées de manière opposée et elles sont poilues, un tout petit peu poilues en dessous de la feuille. Les fleurs de l'asclépiade commune sont d'un rose à pourpre fade, disposées en ombelle, c'est-à-dire en forme de parapluie. Elles sont en fait presque sphériques, les fleurs de l'asclépiade commune. Et les fruits de l'asclépiade commune ressemblent à des petits cornichons, si on veut, là, donc un petit peu bosselés. Mais c'est ça, ne vous aventurez pas à les manger. C'est une plante qui est toxique. Et à l'intérieur de ces fruits, on retrouve les graines de l'asclépiade qui sont munies d'une aigrette soyeuse.
Une autre façon aussi d'identifier de l'asclépiade, c'est par la présence d'un latex, d'une sève laiteuse. Donc, la plupart des espèces d'asclépiades vont avoir présence là, de cette sève laiteuse-là. En anglais, en fait, l'asclépiade s'appelle milkweed. Donc, le nom est évocateur aussi là, du latex laiteux. Donc, ça, c'est pour faire un tour rapide de la première étape pour compléter une mission monarque. La deuxième étape, c'est de vérifier la présence de monarques. Donc, d'inspecter les tiges d'asclépiade à la recherche de monarques. Donc, l'œuf du monarque est généralement, on va généralement retrouver juste un œuf par plan d'asclépiade. C'est un œuf qui est de forme conique, d'un blanc jaunâtre, avec des stries longitudinales sur l'œuf. Il faut faire attention de ne pas confondre l'œuf avec des gouttelettes d'asclépiade. L'œuf est un petit peu plus jaunâtre que les gouttelettes d'asclépiade. Et en fait, je vous recommande, si vous avez accès à pas un microscope, pardon, une loupe, si vous avez accès à une loupe, de l'amener sur le terrain, ça peut être très utile pour faire la distinction là, entre une gouttelette d'asclépiade et un œuf. Donc, le deuxième stade ici du monarque, c'est la chenille. Donc, la chenille a un patron de coloration distinctif, donc des rayures jaunes, noires et blanches, et la présence là, de filaments, et là, je vais sortir mon petit outil ici pour vous montrer, la présence de filaments ici près de la tête et des filaments aussi vers les derniers segments de l'abdomen. Donc, ces filaments-là ne sont pas des antennes, ce sont des organes aux fonctions sensorielles, mais ce ne sont pas des antennes. Donc, ça, c'est une façon aussi là, d'identifier la chenille, donc patron de coloration distinctif jaune, noir, blanc, présence de filaments. Et la chenille, il faut savoir qu'elle va muer 4 fois. Donc, elle va grossir en fait de façon considérable. Le premier stade va être à peu près la taille d'un grain de riz, tandis que le dernier va être la taille d'un petit doigt environ. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, l'activité principale de la chenille pendant sa semaine à 2 semaines de vie, c'est de s'alimenter d'asclépiade. Donc, elle va grossir de façon considérable pendant cette période, ce stade de vie-là. Ensuite, on a la chrysalide. Donc, suite à la chenille, on va avoir le stade de la chrysalide. La chrysalide, par contre, est très difficile à trouver. Elle est souvent ailleurs que sur de l'asclépiade. Elle se camoufle très bien. Et environ 24 à 48 heures avant l'émergence du papillon, la chrysalide va devenir transparente. Donc, on va pouvoir voir le papillon à travers de la chrysalide. Et la dernière étape ici, donc l'adulte, le papillon adulte, bon, de par sa couleur qu'on connaît bien, orangé avec des nervures noires, des bordures tachetées. Une façon aussi là, facile de discerner mâle et femelle. Le mâle va avoir 2 taches sur ses ailes postérieures. Donc, ces 2 taches-là vont vous permettre là, de faire la différence, si vous le souhaitez, entre mâle et femelle quand vous êtes sur le terrain. Donc, on a regardé un peu ensemble les 2 premières étapes pour compléter le processus de monitoring de monarque avec mission monarque. La 3e et 4e étape, en fait, sont très simples. La 3e, c'est de noter vos observations, donc ça va de soi. Et la dernière, c'est de partager vos observations. Et toute l'information que vous avez besoin pour nous soumettre vos données, l'information aussi pour vous soutenir dans vos observations de monarque et vos observations d'asclépiade. On a un kit, une trousse terrain sur le site de Mission Monarque qui vous permet d'avoir tous les outils dont vous avez besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer Mission Monarque? Peut-être qu'au sein de votre organisation ou au sein de votre ville ou de votre municipalité, vous seriez intéressé à offrir des activités Mission Monarque. Donc, il y a plusieurs façons d'intégrer le programme. Une des façons que vous pouvez faire, c'est en
en incluant la surveillance de monarques dans votre programmation. Donc, en incluant des activités de monitoring de monarques au sein de votre programmation estivale, par exemple. Donc, si vous offrez déjà là, à vos citoyens et citoyennes des activités pendant l'été, eh bien, pourquoi pas offrir parmi ces activités-là une activité mission monarque, donc de monitoring des monarques. Une autre façon aussi que votre organisation peut participer à Mission Monarque, c'est en participant au Blitz international de suivi des monarques, dont on va parler, je vais parler dans une petite minute. Et évidemment, si vous avez la possibilité au sein de votre organisation ou au sein de votre municipalité d'identifier des personnes qui peuvent faire la promotion du programme, c'est sûr que ça démultiplie le nombre de participants ou le nombre d'observations qui peuvent être partagées parce que le programme se fait connaître aussi au sein de vos institutions. Donc, revenons rapidement au Blitz international du monarque. Donc, le Blitz international du monarque, cette année, va avoir lieu du 29 juillet au 7 août. Qu'est-ce que le Blitz international du suivi du monarque? Eh bien, c'est un effort conjoint entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, où les participants de ces trois pays se rassemblent pour prendre des données sur le monarque. Donc, ça nous permet en fait de prendre un instantané sur la présence d'asclépiades et aussi de monarques dans son aire de répartition estivale. Pardon. Donc, ces efforts-là, en fait, c'est super intéressant de faire partie d'un effort qui est de portée internationale et ça permet aussi à la communauté scientifique d'avoir une idée pendant la période où le monarque est le plus actif, donc de connaître la répartition estivale du monarque et de sa plante hôte. En termes de ce qu'on peut vous offrir Mission Monarque comme soutien, si vous souhaitez là, intégrer ce programme-là à vos activités, on offre de nombreuses ressources en ligne. Donc, ces ressources-là, dont la trousse terrain dont je vous parlais, vous permet d'aller par vous-même faire des activités de monitoring et de ramasser des données sur le monarque. On offre aussi la possibilité là, de répondre à vos questions et de vous soutenir dans vos missions de terrain. Vous pouvez nous écrire, ça nous fait toujours plaisir là, de vous soutenir dans les missions que vous faites et de répondre à vos questions. Et on offre aussi la possibilité de former vos employés pour qu'ils deviennent experts et expertes de monarques et puissent le soutenir activement le programme. Donc, je mets ici à l'écran, mais vous pouvez facilement trouver aussi sur Internet le site de Mission Monarque avec juste un petit exemple aussi des ressources que vous pouvez trouver sur notre site Web, avec aussi là, notre adresse à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez des questions ou si on peut vous soutenir dans vos missions terrain. Et j'aimerais aussi vous parler rapidement d'une collaboration qu'on a avec Nature Nouveau-Brunswick, donc qui est un organisme situé au Nouveau-Brunswick. Et je pense que cette étude de cas-là va vous permettre de comprendre un peu l'ampleur ou l'effet de levier que peut avoir une collaboration comme celle-là pour Mission Monarque. Donc, comme vous voyez dans le graphique ici, on a un peu un portrait de l'avant-après collaboration avec Nature New Brunswick. Donc, avant notre collaboration avec Nature New Brunswick, on avait déjà quelques participants actifs qui s'étaient, de par eux-mêmes, renseignés sur comment aller chercher des données sur le monarque. Et on voit aussi le nombre d'observations partagées d'asclépiades et de monarques recensés. Et vous voyez après comment ces chiffres-là ont changé suite à la collaboration avec Nature New Brunswick. Donc, ça fait 2 ans qu'on collabore avec eux. Et on a formé 6 de leurs employés et 16 membres de leur communauté. Et on voit que le nombre d'observations partagées a nettement augmenté. Dans une période là, aussi courte que 2 ans, les observations ont nettement augmenté. Donc, c'est sûr que c'est toujours une participation
communautaire de par les gens de la communauté du Nouveau-Brunswick. Mais cette participation-là, elle est soutenue par Nature New Brunswick. Donc, on voit qu'il y a un effet de levier très intéressant et très important au niveau du nombre d'observations partagées. Juste une petite précision ici par rapport au nombre de participants, participantes actives. C'est une sous-estimation dans le sens que Nature New Brunswick organise parfois des sorties de terrain avec plusieurs personnes et ensuite vont soumettre leurs données sous le nom de Nature New Brunswick, mais en fait, il y a plusieurs participants, participantes qui étaient derrière cet événement-là. Donc, très intéressant de voir là, visuellement un peu l'effet de collaboration avant-après. Donc, situé là à gauche, on voit avant la collaboration avec Nature New Brunswick et ensuite à droite, que 2 ans d'années de collaboration, le fruit de 2 ans d'années de collaboration qui se traduit là, en plus de 200 points d'observation. Et si on compare à l'année, aux 4 années précédentes, que c'était environ une vingtaine de points d'observation. Donc, vraiment un levier important, ce genre de collaboration. Puis c'est ce qui nous permet en fait d'aller recueillir davantage de données dans divers paysages et de mieux comprendre les aires de reproduction du monarque. On est presque à la fin du webinaire. Je voulais quand même prendre le temps de vous partager certaines autres façons dont vous pouvez venir en aide aux monarques. La création d'habitat, c'est une façon concrète de venir en aide aux monarques. C'est sûr que ça tombe à l'extérieur du mandat de mission monarque en tant que programme, la création d'habitat. Par contre, il existe multiples ressources et autres programmes qui peuvent vous soutenir dans la création et la conception d'habitat. Je sais que BCity a beaucoup de belles ressources là, au sujet de la création d'habitat pour les pollinisateurs. Donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. En termes, là, si on revient vraiment à la création d'habitat, c'est sûr que c'est intéressant. Les études nous montrent que c'est intéressant de planter une diversité d'asclépiades. Donc, en plantant une diversité d'asclépiades, il y a certaines recherches qui ont observé que le nombre d'œufs déposés par les monarques est plus important en présence d'une diversité de la plante hôte. Donc, si vous créez de l'habitat, de garder en tête, si possible, de planter une diversité d'asclépiades et aussi, pour soutenir le monarque adulte, de planter une diversité de plantes nectarifères. Pour soutenir l'adulte, que comme vous savez maintenant, c'est une espèce généraliste, donc qui va s'alimenter de plusieurs sources de nectar. Une autre chose aussi à laquelle réfléchir, c'est au sein d'Espace pour la vie, il existe un programme qui s'appelle Oasis pour les monarques. Donc, c'est un programme de certification de jardin pour les monarques qui vous offre là, différentes ressources, à savoir les meilleures plantes pour attirer des monarques dans votre jardin. Ce site-là aussi offre divers conseils en type d'aménagement d'espace. Donc, Oasis pour les monarques, c'est aussi une autre ressource qui peut être intéressante. Je veux souligner aussi que, bon, peut-être comme vous avez pu remarquer, il existe une synergie vraiment intéressante entre Mission Monarque et la création d'habitat. Donc, suite à la création d'habitat, Mission Monarque vient bien s'imbriquer pour faire le suivi de cet espace-là en termes de monarques, en termes de monitoring de monarques dans l'habitat, dans cette création d'habitat-là. Il y a plusieurs autres façons aussi de venir en aide aux monarques. Vous pouvez vérifier au sein de votre ville ou au sein de votre province quelles sont les réglementations en lien avec l'asclépiade. Est-ce que l'asclépiade est considérée comme une mauvaise herbe ou non? Donc, de vérifier là, d'une part le statut de cette plante-là et de souligner l'importance que cette plante-là ne soit pas considérée comme une mauvaise herbe, mais plutôt comme une plante avec de multiples bienfaits pour le monarque et aussi d'autres pollinisateurs.
Au niveau politique, il y a toujours aussi l'option de considérer la conservation du monarque au niveau des stratégies locales et au niveau des plans, par exemple, de développement durable ou des plans climatiques. Et un dernier outil qui est absolument essentiel, c'est l'éducation et la sensibilisation. Donc, l'éducation et la sensibilisation, évidemment, vont créer un élan autour de la conservation du monarque. Donc, toutes ces actions, en fait, que je viens de vous présenter brièvement, ce sont des actions qui contribuent à protéger l'habitat du monarque, qui peuvent devenir d'éventuels sites pour la surveillance des monarques. Donc c'est ça, on vous encourage là, fortement à évidemment participer à Mission Monarque et à protéger l'habitat qu'il y a autour de vous, qui sont des habitats monarques et aussi des habitats qui abritent sûrement une foule d'autres pollinisateurs. Donc, je vais conclure en disant que on ne peut pas y arriver seul. En fait, c'est la somme de nous tous qui va nous permettre de faire un changement au niveau de la conservation du monarque au Canada. Mission Monarque entame sa 6e année et on espère que vous allez vous joindre à nous pour protéger cette espèce menacée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nos contacts, vous pouvez les trouver sur le site mission-monarque.org. Et ça va nous faire plaisir là, de vous soutenir dans vos activités terrain cet été et tous les étés à suivre. Donc, merci beaucoup. Merci encore à BCT Canada de nous avoir donné l'occasion de parler un petit peu du programme Mission Monarque. Et je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Donc, merci beaucoup, Agathe, pour cette présentation très intéressante. Donc, comme on l'a dit, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section Q et R, donc questions et réponses, en bas de l'écran. Donc, on a une première question, c'est est-ce plus important de trouver de nouveaux sites ou de surveiller des sites existants? Très bonne question. Je dirais que dans le meilleur des mondes, on souhaiterait les deux, c'est-à-dire trouver beaucoup de sites et que ces sites-là soient surveillés de façon continuelle, si on veut, en continu. Par contre, si vous voulez vous concentrer sur un des deux, je vous inviterais peut-être à trouver de nombreux sites plutôt que de surveiller ces sites-là de façon fréquente. Ça va nous permettre là, d'augmenter le nombre de sites qui sont surveillés. Mais c'est ça. C'est une très bonne question. Et je dirais, si c'est possible de faire les deux, fantastique. Sinon, c'est ça, de trouver des nouveaux sites. C'est toujours intéressant pour ce volet du programme de Mission Monarque. Mais merci, Olivier, pour votre question. Oui, tout à fait. En fait, c'est une bonne question. Ah, pardon. Adèle, je ne t'ai pas laissé la lire. Je l'ai vue apparaître tout de suite. Pas de souci. Donc, la question d'Olivier, existe-t-il un plan des sites existants? Oui, il y en existe un sur le site Mission Monarque. Donc, quand vous allez sur notre site, il y a un onglet Explorer les données. Et puis, sous cet onglet-là, il y a une carte interactive qui montre tous les points qui ont été relevés jusqu'à présent. Donc, ça peut vous donner une idée là, de ce qui a été déjà recensé comme espace, comme aire d'Asclépiade ou comme tal d'Asclépiade dans votre région. Donc, oui, cette information-là est disponible sur notre site sous forme là, de carte interactive. Vous pouvez aller consulter ces données-là. Une autre question, c'est si le fait qu'on trouve qu'un seul œuf sur une feuille, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait exprès par les papillons monarques? Et une question qui peut être en lien, c'est ils sont en compétition avec d'autres espèces pour les asclépiades? Oui, c'est une bonne question. On retrouve généralement un œuf. Par contre, c'est pas impossible d'en retrouver plusieurs. Donc, par contre, par exemple, dans des endroits où il va y avoir peut-être peu
d'asclépiades, très, très peu d'asclépiades, mais beaucoup de monarques. C'est possible qu'on retrouve là, plusieurs œufs sur une même tige d'asclépiade. S'ils entrent en compétition avec d'autres espèces pour l'asclépiade, c'est sûr qu'il y a une autre espèce dont le nom m'échappe qui va également pondre sur l'asclépiade. Si elles entrent en compétition, ça, je ne saurais pas dire. Il faudrait que je vérifie là, dans la littérature ce qui est dit à ce sujet-là. Mais c'est ça, il y a un autre papillon dont le nom m'échappe là, qui va aussi pondre sur l'asclépiade. Peut-être une dernière question. Tu as Mhm. parlé qu'on pouvait retrouver les papillons monarques à travers d'autres pays dans le monde, notamment j'ai vu l'Europe et l'Australie. Est-ce que Mhm. sur ces territoires-là, ils font aussi des migrations ou le fait, les migrations, c'est seulement pour l'Amérique du Nord? Bonne question. Oui, donc il y a certaines des populations, comme par exemple certaines des populations qu'on va retrouver dans les Caraïbes, qui sont des populations résidentes, donc qui ne migrent pas. Il y a aussi aux États-Unis, dans la pointe sud de la Floride, une population aussi de monarques qui est résidente. Donc oui, excellente question. Ce ne sont pas toutes les populations de monarques qu'on retrouve dans le monde qui sont migratrices. Il y en a qui sont résidentes. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, c'est toutes les questions qu'on avait aujourd'hui. Donc, merci encore à Agathe d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de nous présenter le merveilleux programme qui est celui de Mission Monarque. Donc, on voulait remercier aussi toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Et j'espère que vous serez toutes et tous en mesure d'y participer afin de contribuer aux connaissances actuelles que nous avons sur les habitats de reproduction et d'alimentation du papillon monarque au Canada. Veuillez noter que ce webinaire était enregistré et nous le mettrons très prochainement en ligne sur notre chaîne YouTube de BICIT Canada. Et nous nous assurerons d'envoyer un courriel de suivi avec le lien donc, de la vidéo. Donc voilà qui conclut ce webinaire. J'espère que vous passerez une excellente journée et que vous resterez à l'écoute des prochains webinaires de BICIT. Merci à tous. Merci.